Salut l'équipe, comment ça va de retour après un jour de pause? Et oui les gars, hier j'ai pas live parce que voilà, j'avais piscine en vrai. Et aujourd'hui c'était pareil les gars, on profite un petit peu du soleil, là ça fait trop plaisir. Et évidemment, vu que j'ai pas live, j'en ai profité pour taffer les grosses vidéos qui arrivent. Donc voilà, ça arrive très bientôt, ça tape de ouf. J'ai bossé 5 ou 6 heures dessus hier. Et c'est pas fini, il y a encore pas mal de taf à faire, mais on arrive sur la fin, je suis trop content parce que on avance grandement. Donc je vous en sortirai, je pense, pour la team YouTube. Ouais, je dirais pas cette semaine, mais ce mois-ci en tout cas, c'est sûr. Donc c'est cette semaine ou la semaine pro. Et l'autre arrivera le mois prochain. Du coup, vous aurez deux grosses vidéos là qui arrivent. Ce sera théorie One Piece, comme on l'avait prévu. Et la deuxième, ce sera du divertissement autour de One Piece, évidemment. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire parce que j'ai taffé comme un malade dessus. C'est vraiment une grosse vidéo, les gars. Donc je compte sur vous pour envoyer de la fort et booster tout ça. Donc voilà, sinon à part ça, aujourd'hui les gars, ça va être une petite vidéo théorie des abonnés. On va répondre, on va regarder un petit peu la théorie du coup c'est Devon Kazar, le frérot qui est venu plusieurs fois sur la chaîne. Et ben on va aller lire toutes ces théories là. Il y a à ce qui paraît une grosse théorie plutôt conséquente en relation avec les planètes, l'hindouisme, etc., etc. Donc je pense que vous allez kiffer. Donc voilà, juste avant, petite autre promo comme d'habitude les gars, oubliez pas, surtout pour la team YouTube. Il y a évidemment des grosses vidéos, comme je l'ai déjà dit juste avant, qui vont arriver. Donc j'espère que vous serez présents, les gars, parce que j'ai vraiment taffé comme un malade. Ensuite, on a quoi? La petite souscription, les gars. Donc voilà, les gars, si vous voulez participer pardon, de manière financière au développement de la chaîne, n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker, de commenter, d'envoyer de la force parce que on compte sur vous, les gars, parce que ça nous aide de ouf, déjà pour le référencement et aussi pour la mise en avant de l'algorithme YouTube, mais aussi parce que voilà, les gars, on taffe dur, hein. J'espère que vous kiffez le contenu et si vous kiffez, n'hésitez pas à nous faire mention, quoi, à nous mentionner tout simplement. Donc voilà les gars, j'ai fait le tour. Il y a le Discord, le Twitter aussi, donc n'hésitez pas à aller regarder, à être curieux. Et nous, on va commencer directement l'analyse, plutôt la réact, et après on fera une petite analyse sur tout ça. Donc aujourd'hui, petit live, hein, je tiens à préciser, c'est un tout petit live histoire de. Peut-être que je reviens après pour un live gaming, j'ai trop envie de jouer les gars. Il y a pas mal de trucs qui arrivent là, pas mal de nouveaux jeux, pas mal de. Voilà, donc je dis pas, mais ça arrive très bientôt. Donc c'est parti les gars. Voilà, je vous ai mis la cam. Donc aujourd'hui, on est sur Twitter et on va du coup lire ensemble un petit thread de Bunkazar, comme je l'ai déjà dit. Et du coup, c'est une théorie qui s'appelle les 9 planètes de One Piece. Donc voilà, on vous demande juste de lire. On a investi beaucoup de temps sur cette théorie. Certains détails datent d'avant le chapitre 1079. Donc voilà, donc la théorie elle a été faite quand le chapitre 1079 est sorti. Donc c'était à peu près l'année dernière. Milieu d'année dernière, je pense. Même plutôt début d'année dernière. Donc voilà, on commence. Les associations entre les planètes et les personnages ont été faites avant la révélation de Sanjay Garcia Saturn. On pensait pas qu'Oda irait si vite au vu de la longueur de la partie analyse. Celle sur Barbe Noire a été résumée, mais pas la théorie. Donc on verra après pourquoi il dit ça. Alors, durant nos recherches sur l'hindouisme dans le cadre d'autres théories, à ce moment-là, la théorie sur Barbe Noire était déjà terminée. Nous sommes tombés sur 9 Navagraha. Donc 9 divinités et corps célestes qui influencent la vie humaine sur Terre selon l'hindouisme et l'astrologie hindoue. Donc voilà, pour résumer les gars, pour ceux qui ne savent pas, les hindous, ils ont vraiment une espèce d'équilibre entre eux, par exemple le yin et le yang. Il y a toujours un peu de bien dans le mal, toujours un peu de mal dans le bien. Donc voilà, c'est une espèce d'équilibre et c'est pareil pour les 9 Navagraha du coup. Et du coup, c'est un peu des divinités, mais ça symbolise aussi, je pense, des, des états. Je sais pas des états, mais en tout cas je sais pas, c'est pas comme les péchés ou quoi, mais ça ressemble un petit peu. C'est des choses qui vont influencer ta vie, donc la manière de vivre, etc. Ça s'apparente un peu au péché, mais c'est différent quand même. Donc voilà, je pense que on verra ça. Je pense qu'il va l'expliquer, donc on verra ça directement après. Alors.
Cela nous a intrigués et nous nous sommes penchés au-dessus et on a cherché à associer ces planètes à des personnages. Les personnages associés à la Lune, le Soleil, les éclipses solaires et lunaires, Vénus ainsi que Saturne nous étaient apparus comme une évidence. Ok. De plus, l'apparition du chapitre 1073 nous a confortés dans nos choix que nous allons vous présenter dans cette première partie. Shukra. Donc Shukra, c'est la personnification de Vénus. Elle est liée à la couleur blanche et conseillait les Asuras, ennemis naturels de ce qu'on rattache au Ji. On le verra dans une prochaine théorie d'analyse. Ok, donc les Asuras. Le reste, on verra bien. Gandhi était le seul membre du conseil des 5 anciens à nous être présenté vêtu de blanc et non en costard sombre. Ok, donc c'est le lien qu'il fait avec Vénus. Après Vénus, elle n'est pas blanche, mais c'est Shukra qui est lié à la couleur blanche. Ok. Brihaspati, personnification de Jupiter. Alors c'est une divinité associée au feu. De plus, c'est un sage conseiller qui demeure Savgra. Alors, demeure céleste située au-dessus du mont Meru. Ok. Donc après, je vois pas le lien entre Jupiter et le feu. Jupiter, donc la planète et le feu. Et je vois pas non plus le lien avec Jupiter et le feu également. Donc vu qu'il a dit que c'était comme ça a été fait avant les 1060, le chapitre 1079, il y a forcément des endroits où on a déjà des réponses, je pense. Alors, Mikhail Gorbatchev. Donc en fait, à chaque fois, il dit les noms des personnes qui ont inspiré le chara-design du personnage. Donc là, on a Gorbatchev. Là, Venujuro, c'était Gandhi, effectivement. Et ben, de toute façon, on a fait que ça. Et les autres, de toute façon, il va les dire. Alors, conseil siégeant à Marijoa. Alors, Mikhail Gorbatchev, autre membre du conseil siégeant à Marijoa au sommet de Redline, nous est présenté avec une névue flammeur, aussi appelée Firemark, marque de feu, sur le front. Tu imagines, c'est lui l'homme à la brûlure? Je suis mort. Mais on ne sait pas si c'est vraiment une marque de feu. Gorbatchev, on sait que par exemple, c'était une tache qu'il avait sur le visage, mais qui n'était pas du tout liée au feu. C'était vraiment lié au fait que justement, il était, je sais pas, une tache de naissance, ou quelque chose qui est là depuis très longtemps, mais qui n'est pas lié à une brûlure. À part peut-être si je me trompe, mais il me semble que c'était bel et bien une tache de naissance. Donc voilà pour Valkyrie. Et je voulais ajouter un truc. Et du coup, là, ce qui est pas mal dans la théorie, c'est ça que je voulais ajouter, c'est que le fait qu'il a comparé donc Nevus Flamer, aussi appelé Firemark, marque de feu, sur le front. Du coup, ça, ce qui m'éclate le plus, c'est plutôt que qu'il pourrait avoir un lien donc avec l'hindouisme, le Nevus Flamer, et aussi l'homme à la brûlure. Tu vois. Je pense pas que ce soit lui, mais ce serait marrant. Mais ça m'étonnerait de ouf. Donc ensuite, l'iconographie de Shani, personnification de Saturne en tant que divinité hindoue masculine, se résume à une figure noire portant un sceptre, Danda. Il est le dieu du karma et de la justice, entre autres. Ok, malheureusement ici, on a eu la révélation dans l'épisode récemment, et du coup, c'était pas du tout Saturne, c'était le séraphin de Hancock, donc le S-Snake. On l'a vu dans le précédent épisode, voire celui d'avant. Donc c'était le 1110-1109, je crois, voilà. Donc ouais, c'est pas Saturne, mais on pourrait lier Saturne à Shani, donc divinité hindoue masculine se résume à une figure noire portant un sceptre. Donc, la figure noire marche pas, mais portant un sceptre, ça marche. Alors, et aussi le contrôleur de la longévité, de la vieillesse, pardon, de la discipline, des restrictions, de la responsabilité, de l'ambition, du leadership, de l'autorité, de la sagesse, né de l'expérience. Ok, bah. Comment il s'appelle? Shani, bah putain, il a vraiment pas mal de trucs. Il a un sacré CV, Shani. Donc Karl Marx, donc c'est celui qui a inspiré le chara-design de Saturne, nous est présenté comme un vieil homme vêtu d'un costard et d'un couvre-chef noir, portant un sceptre. L'expérience pourrait être représentée par cette balafre qui orne la partie gauche de sa tête.
Ok. Bah après, Satan, ce qui est bien, c'est qu'il est scientifique, donc ça pourrait coller un petit peu, tu vois, avec le côté scientifique. Alors, Mangala, à pas confondre avec Bengala, c'est complètement différent. Aussi connu sous le nom de Loïta, le rouge en sanskrit, et la divinité de la colère, de l'agression, de la guerre dans ses versions colorisées. Anime par exemple. Sa peau est teintée d'un rouge. Donc, Mangala, c'est marrant, mais dommage qu'on n'a pas de. Parce qu'on là, on a la première image, et dommage, on voit pas à quoi il correspond, tu vois. Tu vois, parce que chacun correspond à, bah, ouais, à la personnification qui sont présentées, mais Mangala, j'aurais bien vu, j'aurais bien voulu voir. Je suis mort. On peut apercevoir une cicatrice au niveau de son décolleté. Ça se dit ça, décolleté pour les hommes? Son col en V ou décolleté? Je suis mort. Témoignant d'une bataille auquel il aurait participé. À prendre avec des pincettes, mais son costume est un peu rougeâtre contrairement à ceux de ses collègues. Ah ouais, je suis pas sûr. Hein. Rougeâtre par rapport à ses collègues. Là, je valide pas du tout. Alors, Bouddha, personnification de Mercure, à ne pas confondre avec Bouddha, le fondateur du bouddhisme. Et la déité dont nous disposons le moins d'informations, qui plus est, ces dernières ne sont que peu pertinentes et utiles pour nos associations. Si bien que Mercure et Mars nous ont donné le plus de fil à retordre par élimination, on a donc associé Mercure à Itataki Taisuke. Alors Chandra, ok, bon, donc il n'y a pas de lien. C'est juste vu qu'il restait que ça, ils ont mis ok. Alors Chandra, le dieu hindou de la lune, est associé à la nuit, aux plantes et à la végétation, aussi appelé entre autres Tarajipa, seigneur des étoiles. Nishakara, le faiseur de nuit, il est glorifié en tant que seigneur des plantes et des forêts et des rois des fleuves et de la terre. Dans la mythologie hindoue, le nectar divin d'immortalité se trouve sur la lune. Im nous est présentée comme roi et reine du monde. Elle dirige le conseil des étoiles et cette dernière s'incline dans sa présence. On peut l'apercevoir dans la salle des fleurs, la salle fleurie, ouais, du château de Pangée, seul personnage qui nous a été montré dans cette salle. Elle nous est présentée comme une opposition à l'arrivée de l'aube du monde, concept évoqué par Pedro euh, à l'arc Walking Island. Donc voilà, laissez-moi retourner auprès des miens. L'aube du monde approche à grands pas. Ok, bah, de toute façon, l'aube du monde, on avait compris que même si c'était pas Pedro, enfin tout le monde l'a déjà dit, il n'y a pas que Pedro évidemment. Alors, amené par les Mugiwara de plus. Attends. Arrivé, ok. L'aube du monde, amené par les Mugiwara, de plus le Gorosei qui paraît n'avoir pris aucun ride en 30 ans, couplé à leur connaissance sur le monde, nous mène à penser qu'ils sont immortels, ou moins ne pourraient mourir de vieillesse. Évidemment, l'immortalité, les gars, ça n'existe pas dans One Piece. Quand je dis l'immortalité, c'est l'invincibilité. L'immortalité peut s'apparenter au fait qu'on ne meurt pas de vieillesse. Et l'immortalité existe dans notre monde. Par exemple, un homard, c'est immortel. Ça meurt pas de vieillesse, ça grossit juste avec le temps. Et par contre, vous savez très bien qu'un homard dans une assiette, il est mort. Donc voilà, c'est le même principe de One Piece. L'immortalité existe, mais l'invincibilité, non. Alors, le Gorosei sont les seuls au courant que le trône vacant depuis le siècle oublié ne l'est pas, hormis Sabo, mais lui est choqué contrairement au Gorosei. Cela nous mène à penser que ces 6 personnages sont là depuis longtemps, si ce n'est la création du gouvernement mondial et du trône vacant. Donc ça, on en a déjà parlé plusieurs fois. Euh, le problème... après, il y a plein de trucs malheureusement qui invalident, mais du coup, je vais pas les accabler parce que voilà, c'était avant les chapitres actuels. Mais pour résumer un petit peu ce qui est possible et pas possible, euh, là déjà juste le fait, on a parlé de Sabo tout à l'heure, qui avait vu le Gorosei, donc Sabo on sait maintenant qu'il n'y a pas que lui qui est au courant, il y a carrément tout le monde. Je veux dire, il a prévenu tout le monde. Il y a aussi Wapol, il y a plein de choses, plein de personnes qui ont compris par, par extension ce qui se passait un petit peu à Marie-Jo. Donc ça, c'est une des premières choses. Ensuite,
On a aussi le fait que les Gorosei, effectivement, ça fait très longtemps qu'ils sont présents, parce qu'ils se sont souvenus du robot géant, là, dans les derniers chapitres. Ils se sont souvenus du robot géant, ils se sont dit, mais c'est lui qui a attaqué il y a 200 ans Marie-Joie, tu vois. Je le reconnais, et du coup, ils l'ont attaqué. Mais, par contre, il y a un autre truc qui invalide le fait qu'ils étaient là, présents à l'époque, c'est déjà que, malheureusement, eux-mêmes parlent de cette époque euh, comme une époque qu'ils n'ont pas connue. Ça veut dire qu'ils emploient des termes et ils emploient des trucs qui fait que ce sont d'autres personnes. Des fois, les Gorosei utilisent justement le fait que euh, pendant le siècle oublié, ils parlent pas du siècle oublié comme s'ils connaissaient. Ils parlent de nos prédécesseurs, etc., etc., tu vois. Le gouvernement mondial de l'époque, etc., etc. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que effectivement, ils ont minimum 200 ans et qui peuvent vivre très longtemps. Donc Im-sama vient du siècle oublié, ça c'est une certitude. Eux peuvent, il y a une chance qu'ils puissent venir du siècle oublié, mais la seule chose probable, c'est que ils étaient enfants ou quelque chose comme ça, et que petit à petit, en grandissant, en vieillissant, ils ont acquéri l'immortalité, ce qui les a fait vivre très très longtemps. Ça, je pense que ça, c'est possible. Par contre, ce que je pense impossible, c'est que il soit là depuis, enfin qu'il gouverne depuis, et qu'il fasse partie des 20 fondateurs. Pour moi, c'est impossible. Pourquoi? Parce que s'ils font partie des 20 fondateurs, bah, on connaîtrait leur nom, on saurait qui c'est, exactement comme Insama, tu vois. Alors que Insama, on connaît le nom, mais on connaît pas, on n'en connaît pas plus. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle était là à ce moment présent, c'est-à-dire au siècle oublié, mais on ne connaît pas d'autres personnes comme Saturne, etc., qui seraient eux aussi présents. Donc voilà. Sinon, ça aurait été mentionné, sinon c'est une incohérence. Donc peut-être il y a une chance qu'ils soient là, mais moi je pense qu'ils sont arrivés en cours de route petit à petit. Ils ont remplacé les anciens prédécesseurs. Ou sinon il y a une espèce de sécession de pouvoir, hein, un petit peu comme dans l'attaque des Titans. C'est-à-dire que les personnes qui sont plus aptes à gouverner, eh ben, donnent le pouvoir à son successeur. Et c'est pour ça que par exemple on a des personnes vieilles, un petit peu comme Saturne, etc. Et qu'on a d'autres personnes ultra jeunes comme Jupiter, etc., etc. Donc voilà, c'était juste pour le petit résumé. Et aussi, malheureusement, pour les inspirations des mythologies, le problème c'est que Oda, effectivement, il s'inspire beaucoup de la mythologie hindoue, ou de l'hindouisme, mais malheureusement pour le Gorosei, on y voit très très peu une inspiration bouddhiste ou hindouiste ou de ce côté-là. On a très bien compris qu'il y avait malheureusement, après je sais pas s'il avait déjà les révélations, il me semble que non, au 1079, mais on avait déjà les personnes en question. C'est-à-dire que là, actuellement, vu qu'on connaît leur yokai, on sait que l'inspiration primordiale, donc primaire, ça va être les yokai japonais. Il y en a trois. Il y a une inspiration chinoise, donc là, c'est potentiellement possible. Si je me trompe pas, c'est Walkuri, si je me trompe pas. Lui, c'est de l'inspiration chinoise. Et le tout dernier, c'est le ver des sables. Et lui, c'est pas de la mythologie, c'est pas un yokai, c'est pas de la mythologie ni chinoise ni japonaise, donc potentiellement qui vient d'autre part. Peut-être que c'est un Zoan mythique ou pas du tout, peut-être que c'est juste un Zoan, hein, ce qui n'est pas impossible, hein. Donc à voir, est-ce que c'est un Zoan démoniaque, est-ce que c'est un Zoan normal, on verra bien. Donc on continue. Le Gorosei sont les seuls au courant que le trône vacant, donc ça on l'a déjà lu, mais et le trône vacant depuis des siècles ne l'est pas. Cela nous mène à penser que ces six personnages sont là depuis longtemps. Ils sont là depuis longtemps, ça c'est une certitude. Mais par contre, du siècle oublié, c'est pas sûr. On peut donc Ah, ça se dit ça, hypothéser. On peut hypothéser que les cinq anciens et Im ne peuvent mourir de vieillesse, comme s'ils avaient subi l'opération de jouvence. Ça c'est vrai, ça on peut le supposer clairement. C'est juste leurs origines et le temps qu'ils sont là sur le monde, c'est plus dur à penser et à surveiller. Donc on continue. Mitra est la personnification du soleil,
De par le lore du manga, on l'a associé à Nika, vénéré comme le dieu du soleil dans One Piece. Donc par extension, Luffy qui a mangé le Hito Hito nommé modèle Nika étant le sujet d'un prochain thread, on ne va pas trop développer ici. Donc moi, pour moi, clairement, Oda, pardon, Oda, ce qui est bien, c'est ce qu'il s'inspire de plusieurs mythologies et tout ce qui est en rapport avec le soleil, il va s'en inspirer pour l'intégrer à son personnage. On sait par exemple que sa forme, son bâton, son épée, ses jambes désarticulées, tout ça, ça vient du Curupira, donc c'est une mythologie très ancienne, hein, liée aux boucaniers, mais boucaniers IRL, donc les ancêtres des pirates, qui eux vénéraient justement ce type de dieu avec ce type de culture, et ça date d'il y a très très longtemps. Donc ça, je pense que on en a suffisamment parlé sur la chaîne, même sur internet, on a déjà dit plein de fois. Je pense que c'est une certitude à cause de la forme, à cause des cheveux en forme de flamme, à cause des jambes désarticulées et du bâton qui ressemble vraiment étrangement au Curupira. Puis il y a aussi le lien avec les pirates, les boucaniers, donc tout est lié. Pour moi, tout est lié, c'est assez logique. Je pense que tout ça, c'est quelque chose de assez logique. En tout cas, que l'inspiration vient de là. Mais par contre, tout ce qui est lié au soleil va être utilisé. C'est-à-dire tous les mythes, etc., qui est lié au soleil, Oda va essayer de croiser les choses pour que ce soit correct. Par exemple, admettons, il y a des inspirations grecques, et ben il y aura, je sais pas, admettons, Hélios, le dieu du soleil, il avait pour ami, je sais pas, quelqu'un, je sais pas, un dieu par exemple, il y a Hermès et tout, tu vois, dieu messager, machin chose et tout. Et ben s'il y a quelqu'un qui est inspiré de la mythologie grecque, genre Hermès, un messager, écoute, mais dans One Piece, et ben il va faire en sorte, Oda va faire en sorte de lier les deux en faisant en sorte que voilà, ils aient un lien, soit un lien de parenté, soit ils soient amis, soit vous voyez un petit peu le délire et la construction que Oda fait. Ça, c'est vraiment dans l'analyse pure de ce que fait Oda. Il adore faire ça, lier les choses entre elles. Vous avez déjà sûrement dû le voir beaucoup de fois, déjà juste dans One Piece, hein, quand il lie des événements avec des époques, des cultures avec d'autres cultures, etc., etc. Il fait exactement la même chose avec tout ce qui est lié au soleil. Par exemple, il apprend des choses sur le soleil d'une culture différente, et que par exemple à Elbaf, il y a un espèce de dieu du soleil, mais dans la mythologie nordique, et ben il va faire en sorte de reprendre certaines choses pour que les codes soient faits. Après moi, là, ce que je vous ai donné, c'est qu'un exemple, mais dans la mythologie nordique, s'il y a quelqu'un qui est lié étroitement au soleil, qui est par exemple ami du soleil, ou par exemple qui a, qui a aidé je sais pas moi, je veux dire le soleil, parce qu'il y a les loups là, vous savez, il y a les loups qui représentent la nuit et le jour, et ils courent l'un derrière l'autre pour justement faire passer la nuit et le jour tous les jours, vous avez capté. Du coup, voilà, si ça c'est dans la mythologie nordique, donc voilà, si eux ils sont liés avec quelque chose d'autre, et ben il va faire en sorte, Oda va faire en sorte de lier exactement Luffy avec, par exemple, les inspirations des deux loups et tout, et qu'en fait lui, par exemple, serait le loup de la mythologie nordique et qu'il aurait couru derrière l'autre loup de la nuit. Vous avez capté, tu vois. C'est que des exemples, mais Oda, c'est comme ça qu'il va construire un petit peu l'œuvre et qu'il va lier les choses entre elles, même si de base il s'était pas inspiré de ça. Donc voilà. Alors Raoult représente le nœud lunaire nord ainsi que les éclipses solaires dont il est l'unique responsable. Ce corps céleste est appelé planète de l'ombre qui provoque des éclipses ou planète fantôme, tout comme le neuvième et le dernier Navagraha. Alors Ketu, qui représente le nœud lunaire sud et les éclipses lunaires dont il est aussi seul responsable, Raoult et Ketu sont considérés comme les dieux partis de l'immortel Svarbanu. Ce dernier est un ennemi du dieu soleil et a été décapité par un des avatars de Vishu. Sa tête est donc comme sous le nom de Raoult et son corps sous le nom de Ketu. Ces derniers sont ennemis de la lune et du soleil et sont considérés comme des planètes maléfiques. Ok, donc voilà, c'est terminé pour la partie 1 du coup. Et je trouve ça pas mal parce que effectivement ça ressemble un petit peu avec le côté... Après, dans toutes les mythologies, je pense que les ténèbres, le côté noir, le côté lunaire, éclipse, tout ça là, c'est vraiment les ennemis
je pense, des soleils dans n'importe quelle, n'importe quelle mythologie ou quoi. Donc forcément, Oda, même si ça s'en est pas inspiré, bah, ça va ressembler parce que voilà, la lumière, les ténèbres, partout, c'est des ennemis. Donc voilà, on est quoi, 34 minutes de live. Est-ce qu'on ferait pas la deuxième partie pour terminer avec ça? Donc voilà, pour la première partie, les gars, la seule chose, comme je l'ai dit, c'est que évidemment, il peut y avoir des ressemblances avec la mythologie hindoue, mais Oda, d'après les informations qu'on a aujourd'hui dans le manga, ne s'est pas inspiré, premièrement, par cette mythologie. On l'a vu que c'était plus les yokai japonais, etc. etc. Donc à voir après si Oda va essayer de lier tout entre eux. Mais pour l'instant, je pense que peut-être il y aura des ressemblances, mais on n'est pas suffisamment proche de la vérité. Donc voilà.